de la série de séminaires du groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19, le tsunami Omicron. Mon nom est Dr. Catherine Hankins, coprésidente du groupe de travail. Je serai votre animatrice aujourd'hui. Avant de commencer, on m'a demandé de partager quelques instructions car nous offrons une traduction simultanée en français et nous aurons une période de questions bilingues. Bienvenue à tous et à toutes au 8e événement de la série de séminaires du groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19. Mon nom est Dr. Catherine Hankins, coprésidente du groupe de travail. Je serai votre modératrice aujourd'hui. Avant de commencer, on m'a demandé de partager quelques instructions car nous offrons une traduction simultanée en français et nous aurons une période de questions et réponses bilingues. At the bottom of your Zoom, Au bas de votre écran Zoom, vous verrez l'icône d'un globe terrestre. Choisissez « Off » si vous êtes bilingue et que vous souhaitez uniquement entendre le discours en direct. Les participants anglophones doivent choisir l'option anglais afin de pouvoir écouter l'intégralité de l'événement en anglais. La présentation sera en anglais, mais la période de questions sera bilingue. Lorsque des questions seront posées en français, nos panélistes répondront en français si un panéliste francophone peut répondre à la question. au bas de votre écran Zoom, vous verrez l'icône d'un globe terrestre. Choisissez « Off » si vous êtes bilingue et que vous souhaitez uniquement entendre le discours en direct. Participants francophones, sélectionnez l'option French afin de pouvoir écouter l'intégralité de l'événement en français. La présentation sera en anglais, mais la période de questions et réponses sera bilingue. Lorsque des questions seront posées en français, nos panélistes répondront en français. Si un panéliste francophone peut répondre à la question. Veuillez sélectionner votre langue préférée maintenant. Please go ahead and select your language. Veuillez sélectionner votre langue préférée maintenant. J'aimerais vous présenter les conférenciers qui se joignent à nous aujourd'hui pour parler des résultats, principalement d'études financées par le groupe de travail. David Buttred est le directeur scientifique, gestion et analyse des données au groupe de travail. Il est professeur à l'École de santé des populations et de santé mondiale à l'Université McGill. Harriet Ware est une spécialiste des données à l'Université de Toronto. Elle nous parlera au nom du dossier Zero Tracker financé par le groupe Chiro Giroldo, professeur de microbiologie et d'immunologie à l'Université McGill. Il est aussi un chercheur financé par le GTIC. Et Michael Grant, professeur d'immunologie et vice-doyen des sciences biomédicales, Université Memorial de Terre-Neuve. Il est aussi un chercheur financé par le groupe de travail. Le groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 a été mis sur pied par le gouvernement du Canada en avril 2020. Ça semble comme il y a bien longtemps. Son mandat est de catalyser, soutenir, financer et harmoniser les connaissances sur l'immunité au SARS-CoV-2 afin d'éclairer les décideurs fédéraux, provinciaux et territoriaux dans leurs efforts pour protéger les Canadiens et limiter les répercussions de la pandémie de COVID-19. Nous finançons actuellement 113 études à travers le Canada. Et comme vous pouvez le constater, nous avons des études en cours dans chaque province et territoire. Le sujet d'aujourd'hui est le tsunami Omicron. Mais pourquoi utilisons-nous le terme tsunami? Je vais demander au Dr. Buckridge de répondre à cette question en partageant des données montrant combien de Canadiens ont été touchés par Omicron. Dr. Buckridge. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer relativement à ces travaux. J'aimerais commencer par vous parler un peu de la raison pour laquelle nous utilisons des données sérologiques dans ce contexte. Pourquoi nous accordons beaucoup de valeur à ces sérologies pour regarder la taille de la vague décrite par Dr. Hankins, comme bien d'entre vous le sachez quand le nouveau variant Omicron est arrivé en Amérique du Nord, au Canada, comme c'est arrivé ailleurs au monde.
le nombre de personnes infectées a augmenté très rapidement. Cela a époustouflé la capacité de nos dépistages en laboratoire pour le SARS-CoV-2 menés par les différentes provinces et territoires au Canada. C'est important relativement à notre capacité de surveiller la taille de la pandémie et le nombre de personnes infectées, car dans de nombreuses situations, on dépendait des données de dépistage clinique pour nous donner une idée du nombre de personnes infectées. Bien sûr, une fois que de plus en plus de personnes étaient infectées, que la capacité existante, on a pu continuer à surveiller la chose. Alors, les données étaient moins utiles pour vraiment comprendre le nombre de personnes qui étaient infectées. Malheureusement, il y a eu une même tendance avec d'autres types de données. Par exemple, les hospitalisations. Habituellement, c'était pour des cas plus graves de COVID-19. Comme tant de gens étaient infectés avec l'Omicron, près de la moitié des personnes ont été hospitalisées dans bien des provinces, mais elles n'étaient pas admises à l'hôpital principalement pour l'Omicron. Pour la COVID, elles étaient admises pour d'autres États. Une naissance, un accident de la route, une blessure. Et là, on découvrait qu'elles étaient infectées après le coup. Alors, les mesures habituelles sur lesquelles on se fiait pour surveiller le nombre de personnes infectées pendant la pandémie étaient devenues plus difficiles à interpréter à l'ère Omicron. Heureusement, nous avons déployé beaucoup d'efforts au sein du groupe de travail, comme d'autres l'ont fait de par le monde, pour surveiller la sérologie ou bien la réponse des gens. On voulait mesurer leurs anticorps dans le sang et comment ils répondaient soit à l'infection ou à la vaccination. Ces données ne sont pas vraiment touchées par les facteurs qui ont fait qu'il était difficile d'interpréter les données de laboratoire. En particulier au Canada, ce qui suscite notre intérêt en la matière, c'est que la façon dont votre système immunitaire réagit est un peu différent en temps d'infection par rapport à si vous êtes vacciné. Au Canada, en examinant un type d'anticorps, les anticorps à la nucléocapside, membrane qui enveloppe le virus, on peut essayer de distinguer les gens qui ont une réaction immunitaire à une infection par rapport à une réaction immunitaire à la vaccination. En surveillant ces changements au niveau de la sérologie anti-capsidienne, ça nous donne une idée du nombre de personnes qui sont infectées sur une période de temps relativement courte. On peut formuler des hypothèses pour essayer d'estimer le nombre de nouvelles infections. Alors voilà, cela mis sur des travaux réalisés par le groupe de travail, comme Dr. Hankins l'a mentionné, pour financer de nombreuses études au pays, pour travailler avec ces chercheurs, centraliser, harmoniser leurs estimations sérologiques. Alors voilà, on mène ce type d'analyse. Je peux vous montrer certains de ces résultats. Alors voilà le portrait d'ensemble. Je vous explique ce qu'il y a à l'écran. Le long de l'axe horizontal, il y a la date. Alors, nous couvrons toute la période de la pandémie. Ici, sur l'axe des Y, l'axe vertical, c'est la séroprévalence, la proportion de personnes dans une étude chez qui on a détecté ces anticorps antinucléocapsides, ce qui suggère qu'ils ont développé une immunité par voie d'infection. Donc, c'est l'immunité par voie d'infection. Cela les distingue de personnes qui ont une immunité par voie de vaccination. Voilà l'orientation du tracé. On divise ce tracé en trois sections. La première, l'ère pré-delta. Donc, les premiers variants de SARS-CoV-2. Ensuite, delta, ensuite l'ère Omicron. À l'extrême droite, il y a plusieurs points à l'écran. La taille de ces points correspond à la taille de l'échantillon. Combien de personnes ont été échantillonnées? Plus il y a de personnes qui sont échantillonnées, plus on a confiance en ces estimations. On peut voir des estimations qui indiquent la taille de l'échantillon. La couleur vous indique la région du pays, d'où provient cet échantillon. De toute évidence, quand on examine ce tracé, bon, on a mis une courbe pour voir quelle est la tendance générale de tous ces cercles, tous ces points, pour avoir un portrait d'ensemble. On peut voir, en regardant ce tracé, qu'il y a eu une augmentation considérable de séroprévalence à l'ère Omicron. En fait, si on examine entre août 2020 et 15 mai 2022, c'est un creux de 2 2021 jusqu'à un pic de 40 après 5 mois de la vague Omicron à la fin mai ou le 15 mai 2022. On peut regarder l'augmentation mensuelle moyenne aussi
il y a une augmentation lente à l'ère pré-Delta. Ensuite, ça a augmenté à 1,3 par mois. À l'ère Delta, ça ralentit d'autant plus, une augmentation de 1,8. Et ensuite, la dernière ère Omicron, 9 en termes d'augmentation de la séroprévalence. Comme je l'ai mentionné, on peut essayer de convertir ces données, particulièrement pour la période Omicron. On peut voir quels sont les changements dans la sérologie par rapport à la nucléocapside, ce qui correspond au nombre d'infections. On peut regarder la courbe pendant l'ère Omicron. Alors, quelle est la pente de cette courbe? Et on peut estimer le nombre d'infections. On en arrive à une estimation qui est d'environ 15,6 millions de personnes au Canada qui ont été infectées pendant cet intervalle, pendant l'ère Omicron. Et ça pourrait être aussi bas que 13,6, aussi haut que 17,7. Néanmoins, c'est un grand nombre de Canadiens qui ont été infectés pendant cette ère Omicron. On peut aussi examiner ces données à l'échelle régionale. C'est peut-être plus facile de voir les différences entre les régions. C'est ventilé en 3 tracés. Ces tracés sont exactement les mêmes en termes de configuration que le tracé de la page précédente. Maintenant, nous avons 3 panneaux, un pour les provinces de l'Ouest et territoires, un autre pour Ontario et Québec, un autre pour province de l'Atlantique. Encore une fois, la taille du cercle illustre la taille de l'échantillon et la couleur montre le type d'étude qui a généré ces résultats. Comme vous pouvez le voir, la majeure partie de nos estimations viennent des opérateurs de sang, les cercles en rouge. On peut voir des enquêtes provinciales, territoriales et les organisations de santé publique en bleu et des cohortes de recherche en vert. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est que les niveaux les plus élevés de prévalence qui correspondent, comme je l'ai mentionné, au nombre d'infections, c'est dans les provinces de l'Ouest et territoires. La séropositivité due à l'affection est de 44 à peu près en Colombie-Britannique jusqu'à un haut de 55 en Alberta. Dans les autres provinces, en Ontario et au Québec, augmentation similaire de séropositivité, 46 en Ontario, mais 27 au Québec depuis le mois de mars, le dernier point de données pour le Québec. Dans les provinces de l'Atlantique, comme vous pouvez le voir à l'ère pré-Omicron, il y avait de très bas niveaux de séroprévalence aux anticorps antinucléocapsides. Et cela a augmenté de façon considérable à l'ère Omicron jusqu'à un peu plus de 40 Alors, c'est pratiquement similaire aux autres régions au Canada. Maintenant, on peut examiner la ventilation des données en fonction des groupes d'âge. Voilà ce qu'il y a à l'écran. Encore une fois, la configuration est la même dans ce graphique. Les cercles représentent encore la taille de l'échantillon. Ce qu'on montre maintenant, c'est que les couleurs indiquent l'âge médian de l'échantillon. Les âges plus jeunes sont en bleu, en gris, les plus grands âges en rouge, plus foncé. Vous pouvez voir qu'à l'ère Omicron, tous les groupes d'âge ont été touchés. Encore une fois, la plupart de ces données concernent les donneurs de sang. Il y a peu de jeunes ni d'enfants qui sont donneurs de sang. Alors, on examine, on ne connaissait pas les adolescents ni les jeunes, mais les taux les plus élevés d'infection, c'était chez les jeunes adultes, 65 de séropositivité à la 2e semaine de mai. Ces taux de séropositivité, comme on peut le voir sur le tracé, ont diminué avec l'âge croissant. Donc, pour les 25 à 39 ans, c'est à 56 40, soit 59, 47 ensuite 29 pour les 60 ans et plus. Alors, les enfants ne sont pas inclus dans la plupart de ces enquêtes sérologiques au Canada. Il y a des enquêtes québécoises qui utilisent des données de sang résiduel qui ont eu des estimations de séroprévalence chez les Canadiens plus jeunes de 1 à 9 ans. Donc, 47 et 52 des enfants à l'adolescence, 10 à 19 ans, qui sont aussi séropositifs au mois de mars. Alors, cela vous donne un bon portrait de l'augmentation totale illustrée sur cette première diapositive. Aussi, la distribution géographique, groupe d'âge. Il y a eu une augmentation considérable du nombre de personnes avec ces anticorps antinucléocapsides à l'ère Omicron, et cela correspond à un grand nombre de personnes qui ont été infectées, comme je l'ai mentionné.
Maintenant, je repasse la parole à Dr. Hankins. Merci, Dr. Buckridge. J'espère que vous êtes maintenant convaincu que c'était vraiment un tsunami. Dr. Buckridge a présenté une estimation du nombre de Canadiens touchés, mais il y a une idée fausse très répandue selon laquelle Omicron n'a entraîné que des symptômes légers, semblables à ceux du rhume, et que le fait d'avoir Omicron n'était pas un gros problème. Les statistiques de l'Agence de la santé publique du Canada et de Statistique Canada suggèrent que ce n'est pas le cas. Bien que beaucoup, sinon la plupart des gens aient eu des symptômes légers, des dizaines de milliers de personnes ont été hospitalisées dans un état grave et ont dû être placées dans une unité de soins intensifs pendant la vague Omicron. Ces données concernent toutes les admissions en unité de soins intensifs, donc toutes ne sont pas nécessairement directement causées par la COVID-19, comme il a été mentionné par Dr. Buckridge, mais la tendance suggère clairement une relation de cause à effet. En outre, des milliers de Canadiens sont morts de l'Omicron, à peu près autant que lors des 2 vagues précédentes. Ces données de l'Agence de santé publique du Canada montrent les décès dus à la COVID-19. Autre vérité sur Omicron, les jeunes Canadiens ont connu une forte mortalité excédentaire pendant Omicron. Selon les nouvelles données de Statistique Canada, chez les moins de 45 ans, il y a eu 15,6 de décès de plus que prévu en janvier 2022. Maintenant, j'aimerais demander à Harriet Ware de SeroTracker, financé par le groupe de travail, de nous en dire plus sur les effets d'Omicron à l'échelle mondiale. Madame Ware, la parole est à vous. Merci, Dr. Hankins. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Je vais parler sur des travaux menés conjointement par l'Organisation mondiale de la santé et SeroTracker. Chez SeroTracker, nous finançons nous sommes financés par le GTIC. Nous surveillons synthétisons les études de séroprévalence sur SARS-CoV-2 dans le monde à l'aide de notre site web serotracker.com. Pour cette analyse, nous identifions les populations générales qui étaient à faible risque ou à risque modéré de biais à partir d'échantillons obtenus entre janvier 2020 et avril 2022. Donc, plus de 800 études. Nous avons utilisé cela pour surveiller l'évolution de la séroprévalence au fil du temps. Conséquemment, nous avons calculé mensuellement la séroprévalence globale et induite par l'infection par une méta-analyse des enquêtes sérologiques d'après les pays et les régions de l'OMS. Nous avons aussi calculé le ratio entre l'infection, la séroprévalence et l'incidence de cas signalés pour avoir une idée de la sous-estimation des cas. En raison des retards dans la publication des données de séroprévalence, nous avons des estimations dans 4 régions seulement. Je vais donc parler de ces 4 régions. Tout d'abord, en Afrique, la courbe en bleu représente la séroprévalence globale. En rouge, les anticorps acquis par l'infection en Afrique, comme on peut le voir. Les lignes sont très près l'une de l'autre. La séroprévalence globalement a été déterminée par l'infection. Le niveau de séroprévalence acquise par l'infection était déjà élevé au début de la vaccination et a continué à augmenter d'autant plus en raison de l'ère Omicron à 63 et a probablement augmenté encore plus depuis lors. Cette région a aussi des niveaux élevés de sous-estimation de cas. On estime que pour chaque cas déclaré, il y a plus de 100 d'infections qui n'ont pas été détectées. Donc, par opposition, dans le Pacifique occidental, sur la diapositive suivante, comme vous pouvez le voir d'après la courbe bleue, la plupart de l'augmentation de la séroprévalence ici est attribuable à la vaccination. Le niveau d'immunité acquise par l'infection était très faible juste avant le début d'Omicron, autour de 4 Cela peut contribuer à expliquer le portrait post-Omicron qu'on a observé dans cette région en ce qui concerne l'augmentation rapide de maladies comme à Hong Kong. Ça reflète l'association de leur stratégie zéro COVID qui a mené à ce taux d'infection très faible associé avec un échec de la vaccination des groupes vulnérables.
Maintenant, continuons dans les Amériques, les pays à revenus élevés seulement. Dans cette région, il y a eu des hausses de séroprévalence attribuables à la vaccination et à l'infection. Avant Omicron, avant tout par la vaccination, mais comme nous l'avons vu dans la dernière présentation, il y a une augmentation considérable d'infections pendant Omicron, jusqu'à un niveau d'environ 55 de cette prévalence acquise par l'infection en mars de cette année. Comme ces estimations sont pondérées par le pays, cela reflète les États-Unis davantage que le Canada. Finalement, l'Europe, pays à revenus élevés seulement, là où nous avons des données. Alors voilà un portrait similaire à la diapositive précédente. La surveillance était attribuable à la vaccination et à l'infection. Avant tout, la vaccination en 2021, ensuite, augmentation de la courbe rouge, donc attribuable à l'infection pendant 2022. En mars de cette année, dans les pays européens, environ, en fait, près de la population avait des anticorps acquis par infection. Cette région présente aussi la sous-estimation la plus faible de cas, mais pour chaque cas déclaré, il y avait à peu près 2 infections non détectées. Finalement, je voulais reconnaître l'équipe de recherche. Alors, tous les chercheurs, les partenaires qui participent aux recherches, l'OMS, les partenaires de l'OMS et l'équipe de CO-Tracker, les partenaires de CO-Tracker, y compris l'Agence de la santé publique du Canada, le groupe de travail sur l'unité face à la COVID-19 du Canada, le Robert Koch Institute et l'Association médicale canadienne. Merci. Dr. Hankins, c'est à vous. Merci, Madame Ware. Vous avez souligné des différences régionales importantes, des différences en accès aux vaccins et en estimation de cas. C'était vraiment très intéressant comme présentation. Alors, pourquoi Omicron a-t-il réussi à infecter tant de personnes vaccinées au Canada et dans le monde? Pour répondre à cette question, je laisse la parole au Dr. Chiro Piccirillo. Dr. Piccirillo. Merci beaucoup, Dr. Hankins. Bonjour tout le monde. Diapositive suivante. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer relativement à la présente étude. Nous connaissons tous le rôle central du système immunitaire dans la lutte contre les infections. Dans la maîtrise des infections, en fait, il y a un certain nombre de types cellulaires immunitaires qui doivent avoir un bon travail d'équipe pour permettre de lutter contre l'infection. Dans une infection typique, comme on peut voir à l'extrême gauche, il y a la ligne de défense initiale. On parle de la réaction innée suivie d'une réaction progressive, d'une évolution progressive de la contribution de la réaction immunitaire adaptative, contribuée par lymphocytes et les anticorps. Prenons le cas de la COVID-19, l'infection à SARS-CoV-2. Pour une primo-infection, quand une personne est exposée pour la première fois, on inhale le virus. La réaction adaptative est procurée par des médiateurs importants. D'abord, les lymphocytes B qui synthétisent des immunoglobulines, des anticorps spécifiques, des antigènes qui ont des rôles multiples. Mais le rôle le plus important, c'est de neutraliser le virus et d'empêcher l'entrée dans les cellules humaines. Il y a aussi l'activation des lymphocytes T CD8. Donc, les lymphocytes T cytotoxiques, voilà des lymphocytes qui ont la capacité et la mission de tuer les cellules infectées par le virus dans l'hôte. Et finalement, il y a une autre catégorie de globules blancs, les lymphocytes CD8, lymphocytes auxiliaires, qui est en quelque sorte le chef d'orchestre de cette réponse immunitaire. Ils aident les lymphocytes B à synthétiser des anticorps et ils aident les lymphocytes T cytotoxiques. C'est important de noter qu'une fois qu'on se rétablit d'une infection, une fois que nous sommes réinfectés, que la protection immunitaire conférée par la vaccination est là, nous avons une mémoire. Notre système immunitaire peut se rappeler de sa réponse spécifiquement, rapidement
efficacement. Cliquez, s'il vous plaît. C'est important de noter que quand on considère les variants préoccupants qui ont émergé au fil de la pandémie, chacun est doté de son bassin de mutation. Ces mutations ont la capacité, le potentiel d'altérer la fonction des anticorps des lymphocytes et leur capacité de réagir, de répondre de façon spécifique, très, très fine dans leur reconnaissance des composantes virales pour leur éradication éventuelle. Ensuite, on se demande comment est-ce que l'Omicron échappe-t-il au système immunitaire? On peut le voir ici au centre de la diapo. Il y a une vision couleur de la protéine S, de la spicule de l'Omicron. L'Omicron est reconnu pour avoir de nombreuses mutations différentes. Ces mutations peuvent influencer le comportement de l'Omicron de deux façons. À gauche, la première, c'est d'accroître sa capacité à infecter en lui permettant de se lier bien mieux au récepteur humain S2 et aussi réduire le niveau de fusion virale, réduire la maladie grave. À droite, nombre de ces mutations altèrent la capacité des anticorps à les reconnaître et à s'y lier. Donc, il y a beaucoup de ces mutations qui ont la capacité d'échapper au système immunitaire. Omicron a des mutations qui font qu'il a une allure différente par rapport aux variants antérieurs, ce qui permet à Omicron de devenir un peu plus occulte et de vivre sous le radar. Notre équipe à l'Université McGill a tenté de comprendre quelle est l'empreinte d'un anticorps protecteur, c'est-à-dire quels sont les éléments du virus auxquels se lient les anticorps, quels sont ces épitopes. Est-ce que cette liaison diffère entre une personne qui n'a jamais vu le virus en bleu par rapport à une personne qui l'a rencontré, qui a été infectée? Ensuite, on se demande si cela est touché par Omicron. Comment procédons-nous? Eh bien, nous avons tiré profit d'une technologie qui s'appelle les réseaux peptidiques à haute densité, c'est-à-dire qu'on prend tout l'univers de protéines du virus SARS-CoV-2, on en prend des fragments qu'on appelle des peptides. Ensuite, on met sur eux du sérum qui vient d'une goutte de sang de patients. Et on se demande si les anticorps de ces patients peuvent se lier bien avec diverses affinités à n'importe lequel de ces épitopes. Et nous avons découvert que l'empreinte de liaison d'un patient positif est assez différente d'un patient négatif. C'est ce à quoi on s'attend. Diapositive suivante, il est important de noter que quand on examine la signature de l'épitope, l'empreinte des personnes qui voient le SARS-CoV-2, on a découvert que les variants préoccupants de façon générale, ici, en gauche, est beaucoup plus enrichi en épitopes qui sont l'hôte de mutations, donc des mutations qui ont une plus forte probabilité d'être ciblées par des mutations d'un variant préoccupant. Il est très important de noter, comme il est signalé par le tracé à l'extrême droite, vous allez noter que si vous prenez Omicron, relativement à tout autre virus qui l'a précédé, on voit que le nombre de mutations, d'évasions est beaucoup plus grand avec Omicron que ça ne l'est avec d'autres virus. Particulièrement dans la protéine spiculaire. Omicron possède beaucoup plus de mutations qui lui offrent le potentiel d'échapper à la protection immunitaire. Prochaine diapo. Si on pose ensuite la question du côté des lymphocytes, on connaît les anticorps, mais connaît-il des lymphocytes? On peut prendre du sang des patients, le stimuler in vitro avec des peptides dérivés du spicule traditionnel par rapport au spicule de l'Omicron. Et avec le cytofluométrie, on peut examiner les lymphocytes auxiliaires et cytotoxiques. On regarde la progression sur Y et X et déterminer s'il y a liaison ou non. Et ici, on voit, en comparant des lymphocytes T d'une personne qui a reçu 3 rappels par rapport à un seul
les gens qui ont eu un double rappel plus une infection en bleu pâle, on voit que les gens qui ont l'Omicron répondent assez bien au niveau de la réponse des lymphocytes pour les auxiliaires et les cytotoxiques. Et la réponse Omicron est assez équivalente en dépit du fait que les réponses des anticorps peuvent être différentes. Prochaine diapo. Et alors, ce qui ressort de nos études à l'heure actuelle, nous examinons maintenant si l'âge et l'état immunitaire d'une personne peut favoriser l'émergence de variants à un potentiel d'évasion immunitaire. Et on le fait par le séquençage du génome viral et la cartographie des empreintes de ces épitopes. Et enfin, les membres de notre équipe partout au pays, dans le monde et nos sources de financement. Merci beaucoup. C'est à nous de vous remercier, Dr. Pichelu. C'est fascinant. Et quand on regarde le genre de réponse que vous suggérez à Omicron après 2 vaccins, ceci nous amène à notre prochaine présentation. Étant donné que les millions de Canadiens et de personnes dans le monde ont été vaccinés et infectés, je vais demander au Dr. Michael Grant d'expliquer ses conclusions sur ce que nous appelons l'immunité hybride, c'est-à-dire l'immunité que les gens ont grâce à la fois au vaccin et à une infection. Dr. Grant. Merci, Dr. Hankins, et bonjour tout le monde depuis Terre-Neuve. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer relativement à cette étude. Je vais d'abord présenter notre cohorte d'études pour montrer les groupes que nous avons pu comparer et à quel stade de leur vaccination ou de leur infection. Et nous avons enrôlé 50 personnes qui avaient été infectées dans les premières vagues de la COVID et nous l'avons étendu à plus de 500 participants qui ont été vaccinés 1, 2 ou 3 fois depuis. Sur ce nombre, au moins 47 ont contacté le variant Omicron et certains après 2 doses de vaccin, certains après 3 doses de vaccin. Il y a maintenant quelques-uns qui ont été infectés dans les premières vagues, qui ont été réinfectés par Omicron. Nous prenons des échantillons de sang tous les 3 mois pour mesurer l'infection et les réponses des anticorps induites par le vaccin. Et nous suivons les réponses des anticorps par rapport aux protéines pour détecter de nouvelles infections et nous examinons les réponses au niveau cellulaire à la vaccination et à l'infection. Quand on compare les niveaux d'anticorps antispiculaires chez les personnes qui ont été vaccinées seulement par rapport aux gens précédemment infectés, il y a une différence claire qui sort. Les anticorps persistent jusqu'à 1 an après l'infection à des niveaux semblables à une seule dose de vaccin. Après, ça s'élève au-dessus des niveaux induits par 2 vaccinations chez les personnes non exposées. À droite, on regarde une comparaison, un groupe de comparaison apparié pour l'âge et le statut vaccinaire. On voit une hausse après une vaccination chez les personnes précédemment infectées ou les gens à immunité hybride, comme on les appelle maintenant. Il n'y a qu'un niveau modeste d'anticorps induit par l'infection chez les hybrides ou par le troisième dans le groupe vaccin seulement. Et si on divise le groupe précédemment infecté en sous-groupes selon la sévérité de l'infection, sur la prochaine diapo, on voit que les sujets qui ont une infection plus grave, clairement, avaient des niveaux plus élevés d'anticorps antispéculaires. Cette différence était évidente après la récupération post-infection qui avait persisté après la première dose de vaccin et persiste après la deuxième dose de vaccin, même s'il n'y a pas beaucoup d'avantages pour la deuxième dose dans ce groupe. Quand on regarde la capacité neutralisante des anticorps,
chez les personnes qui ont récupéré après une infection. Les gens qui avaient une infection sévère avaient un niveau d'activité fonctionnelle plus élevé de neutralisation du virus. Ces niveaux sont augmentés dans les deux groupes par les niveaux de neutralisation post-vaccin, mais plus élevés chez les patients qui ont une infection de modérée à plus sévère, qui provoque des niveaux plus élevés d'anticorps, et ces anticorps ont une activité fonctionnelle plus forte. Quand on regarde la réponse des lymphocytes, les infections modérées à sévères provoquent une plus forte réponse des lymphocytes T. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Cette réponse des lymphocytes T est augmentée de façon significative par une dose de vaccin, mais pas par le deuxième, comme dans le cas de la réponse des anticorps. Je crois que c'est très important de regarder à droite dans les carrés de couleur violette. Dans l'infection grave, il y a un développement sélectif d'un groupe spécifique de cellules de mémoire, cellules de lymphocytes. Ça produit des cytokines et quand ils sont exposés au SARS-CoV-2, ils vivent longtemps, ils prolifèrent à des niveaux élevés et ils se préparent à devenir des lymphocytes C cytotoxiques pleinement capables. C'est un type de cellules qui sont capables d'éliminer les virus en tuant directement les cellules infectées. Ici, on résume ce que nous avons appris à propos de l'immunité hybride causée par l'infection après une infection. On a des doses plus élevées d'anticorps spéculaires et une capacité de neutralisation par rapport aux personnes non infectées. Et un niveau plus élevé par rapport à la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps dirigés par le spicule. C'est très important parce que c'est moins sensible que la neutralisation à la variation entre les souches ancestrales et plus récentes de SARS-CoV-2. La réponse est plus forte, immunitaire est plus forte quand l'infection est plus grave. Et la sévérité produit la maturation des lymphocytes C de mémoire, de longue durée, qui développent des capacités lymphocytotoxiques qui sont moins sensibles à la variation virale. Maintenant, le tsunami Omicron. Nous avons maintenant un nombre élevé d'infections qui se sont produites après vaccination. Il y a maintenant une plus forte différence entre les antigènes antispéculaires liés à l'infection et au vaccin. Après deux vaccins, vous voyez à gauche les deux doses plus inflation, qui a produit un niveau presque équivalent lorsqu'on a un troisième vaccin. Quand les gens qui ont acquis Omicron après trois vaccinations n'ont pas, il y a eu une faible augmentation du nombre d'anticorps antispéculaires, mais ce n'a pas été significatif. Dans chaque cas d'infection à l'Omicron, que les gens aient été vaccinés 2 ou 3 fois, les anticorps sont restés sélectivement spécifiques pour la souche de vaccin ou la souche ancestrale Wuhan du spicule. Et ils ont reconnu le spicule Omicron, mais dans une moindre mesure que leur reconnaissance du spicule de Wuhan. Cette liaison préférentielle au spicule ancestral de Wuhan a été maintenue chez les personnes infectées par l'Omicron. Et nous sommes très curieux de voir si ça a été la même chose chez les personnes non vaccinées qui ont été infectées par Omicron. On regarde la réponse des personnes infectées par Omicron après une infection Omicron. Les réponses induites par la vaccination ne sont pas beaucoup augmentées par l'infection Omicron, mais l'infection par Omicron induit des réponses de nouveau contre la protéine les nucléoprotéines qui ne fait pas partie du vaccin. Ce sont des réponses de nouveau produites par l'infection à Omicron, qui est immunogène, mais n'élève pas la réponse antispéculaire des lymphocytes
pas plus que 2 ou 3 doses de vaccin. Et l'infection n'entraîne pas une reconnaissance sélective du spicule Omicron. Ceci termine la deuxième partie de cette présentation. L'infection de Omicron augmente la réaction après 2 doses, semblable à la troisième dose. L'infection par Omicron après 2 ou 3 doses de vaccin induit des lymphocytes T spécifiques à la nucléoprotéine des nouveaux. Et des rapports semblent indiquer que les personnes infectées par d'autres moyens ne reçoivent pas une protection par une nouvelle infection. Il y a donc beaucoup de choses à étudier, d'intérêt à étudier l'immunité hybride à Omicron, mais ce n'est pas automatiquement meilleur plutôt, pour votre réponse. Plus d'infections ou de vaccinations n'améliore pas nécessairement la réponse immunitaire. Et il serait utile sans doute d'être stratégique au niveau de la nature, du moment choisi et de la posologie des vaccins qu'on va utiliser, surtout après une infection. Là-dessus, j'aimerais remercier les membres de mon équipe, le personnel de recherche, les sources de fonds et le groupe de travail sur l'immunité face à la COVID de m'avoir invité. Merci beaucoup, Dr. Grant. Il y a beaucoup de choses à considérer ici. C'est assez délicat essayer de comprendre comment cela peut éclairer nos stratégies à l'avenir. Regardons maintenant qui a été le plus affecté par Omicron. Cette diapo, la prochaine diapo montre essentiellement ce que le Dr. Baruch avait montré, qu'un groupe qui a commencé la pandémie sans être infecté du tout, mais qui s'est retrouvé avec un taux d'immunité acquise de plus de 50%, est celui des jeunes adultes âgés entre 17 et 24 ans, qu'on voit ici illustré par les points bleu pâle. Et avec l'animation, on voit que les enfants de moins de 7 ans, qui ont les points de couleur marron, avaient des taux d'infection très élevés, comme tout parent peut le dire. Prochaine diapo. Pourquoi est-ce que les enfants et les jeunes adultes ont été tant à risque d'infection? Ils sont souvent dans des lieux comme l'école et l'université qui sont propices. Ils ont des réseaux sociaux plus étendus. Beaucoup ont des emplois de première ligne, cafés, restaurants, commerce de détail. Leur situation d'hébergement peut être dans les milieux collectifs ou les dortoirs. Leur perception est d'un risque plus faible de COVID-19 et les médias sociaux y jouent peut-être un rôle. Et ils sont plus susceptibles d'être atteints d'une maladie asymptomatique ou légère, donc ils sont moins portés à être testés. Et quand ils sont testés, les tests de dépistage rapide ne donnent pas nécessairement des résultats plus exacts. Maintenant, les Canadiens à plus faible revenu sont plus touchés. Ici, on groupe la population canadienne en 5 groupes. Le plus faible, 20% au niveau des gens les plus défavorisés en bleu et la moins favorisée, défavorisés plutôt en noir. Alors, l'infection a touché des groupes à faible statut socio-économique. Par exemple, à Montréal-Nord, 12% de séroprévalence par rapport à 5% pour le reste de Montréal. Chez les gens, c'était encore plus élevé, presque 17% dans Montréal-Nord, comparativement à 3% dans l'ouest de l'île où le SSE est plus élevé. Et une étude des ménages de Statistique Canada a trouvé 2 fois plus d'infections dans des quartiers urbains multiculturels denses par rapport au milieu urbain à statut social élevé. Et encore une fois, on peut poser la question, pourquoi est-ce que les gens dans les quartiers à faible revenu sont plus à risque? Nous avons tous observé ces dernières années que la pandémie a exposé des failles socio-économiques qui existaient auparavant dans le système de santé et dans les inégalités qui sont évidentes dans beaucoup d'aspects de notre société, dont
les logements multigénérationnels et la plus forte de la population, des problèmes d'isolement en dehors du travail, le cas des travailleurs essentiels, des gens qui ont eu des enfants en milieu de garde et pour tout le monde qui dépendait des transports en commun. Les conditions de travail ont créé des risques pour beaucoup de gens qui travaillaient dans le milieu de la santé, avec des gens qui étaient fortement exposés, dont les pays étaient inappropriés, et toutes les personnes qui avaient des fonctions de service au public. La combinaison d'un manque de congés de maladie, d'avantages sociaux et des emplois précaires ont obligé des gens qui avaient été exposés ou infectés à continuer à travailler. Prochaine diapo. Quand on regarde l'accès aux soins de santé, on voit que les personnes dans les quartiers revenus plus faibles avaient moins d'accès aux tests de dépistage de COVID. Les groupes minoritaires ont été affectés de manière disproportionnée par des conditions médicales chroniques telles que l'hypertension, le diabète, l'asthme, etc., dont on sait qu'ils augmentent le risque de complications dues à la COVID. Beaucoup n'avaient pas de fournisseurs de soins de santé primaires et ont peut-être hésité à aller chercher à se faire soigner à cause de biais sociaux et de barrières linguistiques. Pour plusieurs raisons, la confiance par rapport au vaccin était plus faible dans les quartiers à faible SSE. Par exemple, 11% des résidents de Montréal-Nord ont dit qu'ils risquaient de ne pas se vacciner par rapport à 4% pour le reste de Montréal. Alors, comment pouvons-nous nous préparer à la prochaine vague qui va sans doute venir à l'automne? D'abord, tout le monde doit rester à jour dans les vaccins, même après une infection, comme nous l'avons vu. La vague Omicron a touché des millions de personnes. Les infections d'échappement ont généré une immunité plus élevée, comme on l'a dit, une immunité hybride permet de se protéger contre certaines complications, mais ce n'est pas une solution taille unique. La sévérité de la maladie affecte la réponse immunitaire. Je tiens à souligner que les données des études financées par le groupe de travail et d'autres études dans le monde suggèrent fortement que la vaccination, indépendamment d'une infection antérieure, est très efficace pour prévenir une maladie grave, y compris quand la maladie est causée par des variants comme l'Omicron BA.1 et BA.2. L'infection n'est pas une stratégie viable pour obtenir ou maintenir l'immunité. Pas la peine d'aller dans un party COVID, une fête COVID, ne le faites pas. Il y a un risque de maladie grave et de décès. Il y a la menace de COVID longue dont on connaît mal, mais c'est une préoccupation et on le voit de plus en plus dans nos communautés. Il y a la possibilité de propagation de l'infection aux autres. Et contrairement à la vaccination, l'infection ne garantit pas l'immunité. En fait, une personne infectée sur 8 ne présente pas de séroconversion après l'infection. Et certaines personnes qui ont été infectées par l'Omicron B1.8 ont découvert l'infection par un variant d'Omicron ne garantit pas d'immunité contre le prochain variant. Alors, tout le monde est fatigué de la pandémie, mais pour se préparer à l'automne, nous devons continuer à sensibiliser le public sur les dangers de la pandémie. La pandémie n'est pas finie. Le tsunami Omicron fait ressortir l'importance de résister à la fatigue pandémique et de demander aux gens de recevoir tous les vaccins recommandés et de respecter les efforts de santé publique. Soyez intelligents, mettez vos masques là où il y a beaucoup de gens. Regardez les situations de mauvaise ventilation. La COVID présente de véritables risques et, comme je l'ai mentionné, les effets consécutifs ou les séquelles de la COVID, comme la COVID longue, restent encore indéterminés. Le SARS-CoV-2 peut être transmis à des personnes qui peuvent être très malades et mourir. Alors, il faut favoriser les mesures sanitaires, même si les territoires et les provinces ne les exigent pas. Il faut utiliser le gros bon sens pour nous protéger et protéger nos proches contre la COVID-19. Encore une fois, soyez intelligents, mettez un masque partout où c'est logique de le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour se préparer à l'automne? Nous devons être clairs
sur ce que signifie être à jour dans la vaccination. Et il faut travailler sur la confiance vis-à-vis du vaccin. Les vaccins se sont montrés efficaces contre tous les variants préoccupants. Nous avons dit auprès de la population que nous avons atteint des niveaux élevés de vaccination, mais nous devons évaluer la protection immunitaire par rapport à la maladie grave et la mort. Pas seulement le nombre de personnes touchées, ce sont ceux-là, les indicateurs qu'il faut suivre. Et nous devons avoir des campagnes qui sont adaptées aux jeunes adultes, aux enfants, aux milieux défavorisés et aux populations racisées. Alors, j'ai des questions, je regarde les questions qui arrivent pour notre panel, mais je sais qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent de notre auditoire. Je veux laisser du temps pour qu'on puisse y répondre. Alors, on s'est dit qu'il y a un certain nombre de questions sur lesquelles on pourrait se pencher. Mais je me suis dit, on va peut-être répondre à la première question. Pour toute personne qui a une question, c'est le moment de mettre vos questions dans la section Q et R ci-dessous. Et nous allons en traiter le plus grand nombre possible. Il y a quelques-uns d'entre nous qui pourront vous répondre dans la langue de Molière. So here are some of the issues we can discuss. Voici quelques-unes des questions que nous pouvons discuter. Quelle stratégie faut-il privilégier pour décider quand se faire vacciner ou si se faire vacciner? Une autre dose maintenant, attendre l'automne. Combien de temps devrait-on attendre après une infection avant de recevoir une nouvelle dose? Est-ce que tout le monde a besoin d'une dose de rappel? Quelle stratégie vaccinale la santé publique devrait-elle adopter pour l'automne? Devrait-elle être adoptée aux populations prioritaires? Est-ce que les stratégies devraient être développées par boutage, disons de 5 à 17 ans, 18 à 69 ans ou 70 ans et plus? Et quel message d'information publique devrait-on véhiculer pour se préparer? Bon, on va cesser de parler de pleinement vaccinés et parler de se mettre à jour et de rester à jour au niveau de la protection vaccinale. Et l'importance de faire des évaluations intelligentes et pragmatiques du risque, des milieux très fréquentés ou peu ventilés, par exemple. Le respect envers les personnes qui portent ou ne portent pas le masque et autre chose qu'on pourrait inclure dans les messages d'information au public. Alors, membres du panel, commençons sur le premier point à discuter et ensuite on passera à la période de questions et réponses. Je vais poser une première question au Dr. Picelli. Vous avez étudié l'évasion du système immunitaire par l'Omicron. Vous avez dit qu'une infection Omicron produit des anticorps plus faibles que d'autres variants, mais une bonne réponse des lymphocytes T. Est-ce que des gens qui ont eu l'Omicron devraient-ils attendre l'automne pour avoir un dose de rappel? Excellente question et j'aimerais bien que la réponse soit simple. Je crois qu'il y a beaucoup de facteurs qui devraient guider nos décisions. Il ne fait aucun doute que la vaccination et des doses de rappel sont essentielles pour une immunité à plus long terme. Mais si on regarde le contexte dans lequel on se trouve en ce moment, la vague à l'heure actuelle diminue progressivement. Nous entrons dans la saison des barbecues, des fêtes de barbecue où les gens vont se retrouver dehors et vu que les infections suivent probablement une certaine tendance saisonnière, je suis tenté de dire que la vaccination en ce moment n'aurait probablement pas, ou un quatrième rappel, n'aurait pas beaucoup d'effet. Il serait sans doute stratégiquement plus intéressant d'avoir un quatrième dose de rappel administré, de préférence avec un vaccin ajusté aux nouveaux variants à la fin de l'été et ou au début de l'automne. Très intéressant et je pense qu'il y a beaucoup d'espoir qu'il va y avoir d'autres vaccins. Je ne sais pas s'ils sont prêts à temps. Docteur Grant, vous nous avez montré qu'une infection légère n'induise pas des réponses aussi fortes que des infections graves. Et vous avez montré que l'immunité est fonctionnellement améliorée quand elle est hybride. Mais l'Omicron nous semble donner une réponse immunitaire incomplète.
Alors, la question est que, bon, si les gens ont eu Omicron, devraient-ils se mettre à jour pour l'automne? Et est-ce qu'il faudrait ajouter, tenir compte d'une infection quand on dit à jour pour les différents groupes d'âge? Encore des questions extrêmement difficiles, mais pour la première, absolument, les infections devraient être prises en compte quand on détermine si une personne est à jour dans ses vaccins. Dans toutes les études réalisées jusqu'à maintenant, l'infection est équivalente à au moins une dose de vaccin. Et dans certaines conditions, en cas d'infection grave, par exemple, cela induit une meilleure immunité. Je crois qu'il faut se concentrer pour le moment sur les gens qui sont vulnérables. Il faut qu'ils aient une dose de rappel s'ils vont fréquenter d'autres personnes. C'est une question très importante pour l'automne. Je ne pense pas qu'on sache encore ce que le vaccin sera. Est-ce que ce sera pour Omicron, un jumeau du vaccin contre Omicron? Une question importante, et je ne sais pas, les virologues se sont penchés là-dessus encore. Est-ce que nous devons nous inquiéter de Wuhan, Delta? Est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce qu'elles sont disparues ou peuvent-elles revenir? Ce sera sans doute un sous-variant apparenté à Omicron que quelque chose lié aux souches ancestrales. Bon, c'est une question pour les personnes qui sont vaccinées. Ils ont eu 3 doses de vaccin. Ensuite, ils ont été infectés par Omicron. Quelle est la valeur pour les jeunes adultes en santé à recevoir un rappel avec un antigène antispiculaire pour un variant qui n'existe plus? Bon, ça augmente les anticorps un peu, mais pas sélectivement pour Omicron et les nouveaux variants qui risquent de venir. Bon, nous avons beaucoup de questions qui arrivent de notre auditoire. Alors, restez dans l'option linguistique que vous avez choisie. Inscrivez vos questions dans la section questions et réponses et nous ferons notre mieux pour aborder le maximum de questions dans le temps qui nous reste. Alors, il y a eu plusieurs questions à propos de la COVID longue. Je vois que, bon, le fait qu'il y a eu tellement de personnes qui ont été infectées, est-ce que ça risque de se traduire en une prévalence plus élevée de morbidité post-COVID ou de COVID longue, etc.? Donc, est-ce que nous allons voir plus de COVID longue? Et il y a aussi une question de savoir si les vaccins réduisent le risque de COVID longue. Alors, qui veut parler de savoir si nous allons voir plus de COVID longue? Bon, je peux me porter volontaire. En fait, je n'ai pas de connaissance directe de la COVID longue et je ne l'étudie pas. Mais toutes les données semblent indiquer que oui, il va y avoir plus de COVID longue à cause du plus grand nombre d'infections. Peut-être moins prévalent si, bon, l'Omicron étant une infection plus légère que les autres. Mais le nombre est tellement élevé que si il peut provoquer la COVID longue, il y aura plus de cas de COVID longue que nous l'avons eu par le passé. Les gens qui l'étudient donneront une bien meilleure réponse. Mais on en est, c'est dans les premiers temps. Bon, une question que certains pourraient se poser. Est-ce qu'il y a un syndrome unique de COVID longue ou est-ce que c'est le reflet d'un syndrome post-viral associé à la grippe et à d'autres virus? Il faut vraiment le définir. Est-ce que c'est quelque chose d'unique? Est-ce que c'est quelque chose que nous avons vu et comment est-ce que nous allons y faire face? Merci. Merci, Dr. Grant. J'ai écouté une balado très intéressante cette semaine qui suggère que 10 à 30 des gens ont une forme ou une autre d'un syndrome post-COVID. Nous nous inquiétons tous de cela, l'incidence à long terme de la pandémie, ce que cela veut dire pour les gens et ce que cela veut dire pour les services sociaux, les services de santé, pour l'économie, pour toutes ces questions. Mais j'aimerais dire une chose.
Il y a une étude d'envergure sur le terrain à l'heure actuelle dans 100 000 ménages au Canada. On leur demande de participer à un sondage sur les symptômes chroniques, sur l'accès aux soins de santé. Il y a prélèvement de gouttes de sang séchées, prélèvement salivaire pour voir quelle est la corrélation avec l'infection. L'objectif est de voir quel est le potentiel de la COVID longue. C'est mené par Statistique Canada. Si vous avez la chance d'être choisi, eh bien, participez, s'il vous plaît. Voudriez-vous faire un commentaire sur la COVID longue ou on passe aux questions qui vous sont adressées? J'aimerais dire simplement que je tends à être d'accord avec les propos de Dr. Grant d'il y a quelques moments. Merci. Très bien. Si je puis intervenir, vous savez, je crois que Dr. Grant a donné une très bonne réponse. Ce n'est pas mon domaine d'étude non plus, mais j'aimerais souligner qu'il y a eu beaucoup d'infections à Omicron. Le nombre d'entre elles étaient probablement asymptomatiques assez légères. Alors, il semble y avoir une certaine relation entre la gravité et un syndrome post-COVID. D'après ce que je comprends, on ne devrait pas interpréter le chiffre de personnes infectées là, avec le nombre de personnes qui auront un syndrome de COVID longue. Dans nombre de cas, l'infection était asymptomatique ou bien très légère. Oui, merci. C'est un point de vue encourageant. Dr. Petruella, il y a une question pour vous. Y a-t-il des différences dans les taux de réinfection pour l'Omicron versus d'autres variants? On voit des gens qui ont eu l'Omicron en décembre, janvier et qui sont réinfectés par la suite. Alors, qu'en pensez-vous? Je n'ai pas les chiffres en tête, mais la réponse, c'est oui. Omicron est vraiment un virus occulte. C'est la réputation qu'on lui a conférée, les mutations qu'il a héritées, qu'il a acquis au fil de son évolution, lui confèrent des capacités incroyables d'évasion immunitaire. Mais il a cette capacité de se fixer aux cellules, d'y pénétrer, de s'y répliquer. Si on tient compte de tous ces points, bon, sa composition génétique a fortement influencé sa personnalité. Et sa personnalité, c'est d'être extraordinairement contagieux. À cet égard, la réponse est oui. Mais j'aimerais réitérer un point que vous avez soulevé, Dr. Hankins, dans votre présentation, un point soulevé par Dr. Buckridge il y a quelques moments. Ce ne sont pas toutes des infections qui suscitent une réaction immunitaire protectrice. Vous pouvez être infecté, vous pouvez être positif au PCR, vous pouvez avoir un test de dépistage antigénique positif, mais votre réaction immunitaire adaptative n'a pas été stimulée, n'a pas été activée. Donc, il faut établir cette distinction. Les taux de réinfection, de toute évidence, sont observables et documentés. Merci. Susciter et chatouiller la réaction immunitaire. Ça me plaît, cette expression. Dr. Grant, il y a une question qui s'adresse à vous. Quelle est la définition de la COVID légère versus modérée dans les données que vous avez montrées? L'infection légère, moins de 3 symptômes pendant moins d'une semaine. Modérée, plus de 3 symptômes pendant plus d'une semaine. Grave, l'hospitalisation. D'accord. Excellent. D'accord. Dr. Buckridge, voici une question un peu difficile pour vous. Pourriez-vous spéculer sur la raison pour laquelle le taux d'infection dans l'ouest du Canada est plus élevé que dans le reste du pays? Pourquoi? Eh bien, de toute évidence, c'est le cas, c'est ce que l'on observe. Il n'y a pas de doute, on le voit dans les données, il y a des niveaux plus élevés de séropositivité, en tout cas dans l'ère Omicron, des taux plus élevés d'infection. Vous savez, nous savons, il y a des choses qui influencent l'infection. Un, la vaccination. Bien sûr, les taux de vaccination ont été plus bas dans certaines provinces de l'Ouest. C'est un facteur à considérer. Autre chose, le comportement. Comment les gens se comportent, la mesure dans laquelle il y a des interventions non pharmaceutiques qui sont mises en place, comme ça que le gouvernement limite la mobilité, l'accès à différents aires publiques, oblige le port du masque. Là, c'est probablement un mélange de toutes ces composantes. Je n'ai pas vu d'analyse spécifique sur la question, mais nous avons vu des choses comme ça ailleurs dans le monde. Ils ont examiné le taux de vaccination et l'intensité des interventions non pharmaceutiques qui sont mises en œuvre. Cela est directement lié
à la séroprévalence et au nombre d'infections. Alors, si je devais formuler une hypothèse, eh bien, je dirais que c'est en raison des différences dans les provinces de l'Ouest, moins de couverture vaccinale et probablement des différences en matière de comportement relativement aux interventions non pharmaceutiques qui sont mises en œuvre par les gouvernements provinciaux. Très bien, merci. Une bonne réponse à une question quelque peu difficile. Bon, voici une autre question. Quand on tient compte des présentations sur l'immunité, que l'infection induit ce que l'on a observé, qu'est-ce que vous pourriez dire sur la diminution de cette immunité? Est-ce qu'elle va diminuer plus rapidement avec ce variant? Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce qu'on peut mieux comprendre cette situation? Pendant combien de temps est-ce qu'une immunité acquise par l'infection va durer en pensant à la vague Omicron? Et est-ce que ça dure aussi longtemps que l'immunité induite par voie vaccinale? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Pendant combien de temps est-ce qu'on peut avoir cette immunité? Dr. Piccirillo, voulez-vous commencer? C'est une excellente question. Je ne sais pas si des gens ont fait une comparaison directe de savoir si une immunité dure plus longtemps que l'autre, mais je crois que l'Omicron est similaire à une situation où on essaie de faire un feu de camp alors que le sol est mouillé. La capacité des flammes de se soutenir dépend directement du niveau d'humidité au sol. Donc, l'Omicron, vu sa capacité d'infecter, mais de ne pas pleinement activer une réaction immunitaire, de susciter ces anticorps et ces lymphocytes protecteurs, eh bien, ça pourrait être partie de la raison. Mais je me tourne vers mes collègues, Dr. Grant, qui peut-être a quelque chose d'autre à dire. Je suis d'accord avec tout ça. J'aimerais être en mesure d'examiner l'immunité chez les gens qui n'ont pas été vaccinés et qui ont contracté l'Omicron. Il ne fait aucun doute que le niveau de réponse immunitaire est lié à la quantité d'antigènes auxquels on est exposé et le temps pendant lequel on est exposé à ces antigènes. Si les infections en Omicron sont très légères, eh bien, peut-être que c'est à cause du virus, peut-être que c'est en raison d'une vaccination antérieure. Alors, ça stimule moins le système immunitaire. Mais en soi, s'il y a infection d'une personne qui n'a jamais été infectée, peut-être que ça serait pour stimuler le système immunitaire. Mais là, on est dans une situation où, avec les gens vaccinés, avec Omicron, la réaction n'est pas très forte directement contre Omicron. Ils sont susceptibles à la réinfection pour cette raison-là. Tant et aussi longtemps que c'est léger, bon, ça va. Il faut faire attention à ce qu'on dit, Dr. Grant. Eh bien, écoutez, peu importe vraiment parce qu'on a vu des gens qui ont eu leur troisième vaccin, leur quatrième vaccin et qui ont attrapé l'Omicron. Ce n'est pas simplement une question d'être vacciné. Si vous voulez complètement éviter tout risque d'infection, eh bien, alors, il faudrait que vous soyez pleinement vacciné, porter un masque et il faudrait éviter les situations à risque élevé. Les vaccins sont très bons pour protéger les gens contre la maladie grave, l'infection grave. Mais la transmission se produit même chez les personnes pleinement vaccinées. Précisément, que pouvons-nous dire? Bon, nous ne sommes pas les spécialistes des vaccins, mais il y a une question qui a été posée sur l'évaluation de l'innocuité. La troisième, quatrième, cinquième dose. Plus tard, est-ce qu'il y a un risque associé à l'administration de plusieurs doses de frapper fort le système immunitaire comme ça? Dr. Grant, vous avez dit qu'il y avait une différence entre les formulations vaccinales inspirées par le virus de Wuhan par rapport à ce qui est fondé sur les virus actuels. Bon, avec les vaccins qu'on a à l'heure actuelle, selon vous, là, est-ce qu'il y a un problème avec toutes ces doses supplémentaires? Dr. Piccirillo, oui. J'aimerais ajouter que les vaccins, jusqu'à présent, comme vous l'avez indiqué avec éloquence, sont dirigés contre la glycoprotéine S. C'est une cible évidente, car c'est la clé qui permet au virus de pénétrer dans la cellule verrouillée. Mais on sait aussi
par voie expérimentale dans les écrits scientifiques que les protéines virales à l'extérieur de la protéine S suscitent aussi une réaction immunitaire et contribuent à la nature protectrice de cette personne. Si on donne continuellement 20 doses, 50 doses d'une dose de rappel qui est dirigée exclusivement contre la protéine S, il pourrait, bon, vous n'exploitez pas le facteur de protection contre ces protéines qui ne sont pas la protéine S. Alors, voilà ce que je soupçonne, c'est que dans la génération suivante des formulations vaccinales, peut-être pas l'automne prochain, mais dans des phases ultérieures, peut-être qu'on va envisager des formulations vaccinales qui englobent une plus grande représentation de protéines virales. Ça, c'est A. B, maintenant, peut-être une stratégie différente où nous administrons ces vaccins. Jusqu'à présent, tous nos vaccins ont été administrés dans le muscle de l'épaule. Alors, nous stimulons une réaction fantastique dans le sang périphérique. Mais comment est-ce que cette réaction immunitaire dans le sang périphérique se traduit au niveau pulmonaire, là où le virus entre? Alors, c'est quelque chose de systémique par rapport à une réaction locale. Ça sera très important. Les vaccins, ces deux choses-là. Donc, je soupçonne qu'une administration musculaire versus intranasale contribuera à notre capacité de mieux affiner notre protection immunitaire contre ces composantes virales qui sont les plus importantes. Vous avez parlé d'administration intranasale. Il y a cela pour l'influenza chez les adolescents, les enfants. Alors, le concept existe. C'est très logique car il s'agit d'un virus qui entre par voie muqueuse. C'est donc logique de passer à cet axe. Il y a une question ici. Est-ce que la souche Wuhan est encore active? Est-ce qu'on va continuer à avoir de nouveaux variants? Il y a quelque chose qui est étonnant quand j'examine la situation. Nous avons observé des variants préoccupants et puis ils sont indépendants, ils sont créés indépendants dans des cadres différents. On peut voir que peut-être que le micro pourrait évoluer encore un peu, mais il y a toujours ce risque du variant Pi. Je ne sais pas comment on va l'appeler, le prochain variant qui va se pointer, mais Michael, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a encore du Wuhan qui circule dans différentes populations ou bien est-ce qu'on a vraiment avancé avec la vague Delta et ainsi de suite? Tant que je sache, les choses ont avancé. On continue à être étonné. C'est impressionnant. La contagiosité de l'Omicron est vraiment impressionnante de penser qu'il pourrait y avoir un variant en évolution qui sera encore plus contagieux, plus infectieux. C'est difficile à imaginer, mais c'est possible. Bon, c'est une hypothèse, mais je ne crois pas qu'on va retourner au Wuhan, au Delta ou au Alpha ou à ces autres virus qui ne vont pas réémerger et avoir une nouvelle emprise dans la population. Alors, je soupçonne que ça sera un sous-variant associé à l'Omicron avec lequel nous devrons composer à l'avenir. Alors, nous n'avons pas vraiment de boule de cristal, mais nous savons que ce n'est pas fini. Il nous faut donc anticiper, se préparer du mieux que nous pouvons. Harriet Ware, je voulais vous poser une question. Bon, vu ce que l'on observe en Afrique du Sud, la montée du BA.4 et .5, on les voit qui se déplacent en Europe. Si on regarde ce qui se passe au Canada, on peut voir qu'ils forment une proportion croissante des séquences qui sont détectées. Est-ce que dans le travail sur Tracker, est-ce que vous avez une idée de la façon dont ceux-ci se déplacent dans le monde, d'une région à l'autre? Excellente question. Malheureusement, avec les études de séroprévalence, généralement, nous n'avons pas le variant parce que nous cherchons plutôt un indicateur d'infection antérieure. Mais nous faisons et nous complétons nos données généralement de GESED où le séquençage génomique est fait de façon régulière. Et grâce à cela, nous avons une idée de comment
les variants se déplacent. Je n'ai pas les données précises, mais je crois que c'est exact pour le BA4 et 5 qui commencent à se déplacer. Merci. Bon, il y a aussi une question ici. Bon, on a certaines hypothèses, suppositions que ça va être saisonnier, que ça va se comporter comme la grippe ou l'influenza. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de virus respiratoires qu'on ne verrait pas normalement au mois de juin parce que les gens n'ont pas été exposés à ces virus depuis 2 ans. On assiste à une pandémie ou une saison de grippe assez forte dans l'hémisphère sud, en Australie et ainsi de suite. Alors, nous agissons comme vous avez dit, le Dr. Picciardo. Bon, c'est la saison des barbecues, nous allons être à l'extérieur. Nous agissons comme si c'est saisonnier et on n'a pas à s'inquiéter avant l'automne. Est-ce que ça va comme ça? Est-ce que nous allons pouvoir passer un bel été, Dr. Picciardo? J'aimerais avoir la boule de cristal dont on parlait tout à l'heure. Je n'ai pas une idée ou une réponse claire à cette question. Et bon, la saisonnalité, on a une compréhension historique de beaucoup d'infections respiratoires, mais vous avez très bien illustré dans la dernière minute que cette compréhension a été déformée par les données épidémiologiques dans le monde entier. Mon intuition scientifique, fondée sur des faits et compte tenu de l'ampleur et du fait que notre population a été dans une grande mesure vaccinée, peut-être pas pleinement, mais on voit de l'être. Bon, un régime de vaccin continu et mis à jour. Compte tenu de la très forte prévalence d'Omicron dans notre population, comme l'a indiqué le Dr. Buckridge dans sa présentation, 40, 50. Bon, ici au Québec, je pense qu'on a parlé de 60% dans les médias à un certain moment. Compte tenu de le fait d'être à l'extérieur, je dois supposer que les chances de transmission virale sont réduites. Alors, c'est essentiellement ma seule intuition. Et en entrant dans la prochaine saison automnale, quand nous rentrons en intérieur et nous serons éventuellement exposés à une sous-lignée d'Omicron, c'est mon hypothèse, je suis d'accord avec le Dr. Grant aussi, avec l'équilibre inconnu entre est-ce que ça va être plus infectieux et ou plus virulent. C'est une lutte entre les deux. Et généralement, quand l'évolution d'un virus va dans le sens de l'infectivité, et c'est le cas de l'Omicron, c'est comme si on tirait la couverture au détriment de la virulence. Historiquement, j'ai peut-être tort pour Omicron, mais c'est le sentiment que j'ai. Oui. Bien, merci. Je vous demanderai quel été vous avez devant vous. J'espère que ce sera bon pour nous tous. Mais il y a une question délicate qu'il faut répondre. Bon, dans l'Ouest, on a la situation dans l'Ouest. Le FDC et le CDC a approuvé des vaccins pour les jeunes où il y a un risque absolu relativement faible de maladies graves. Mais il y a des taux d'infection et de prévalence très élevés. Quel est l'avantage progressif d'un vaccin immédiat avec contre une variante ancestrale dans cette population? C'est une question compliquée, Dr. Grant, parce que nous ne savons pas quelles vont être les décisions prises au Canada, etc. Et nous savons qu'il y a beaucoup de parents qui attendent ça et beaucoup d'autres parents qui ont dit non, je ne vais pas le faire. Dr. Grant, votre micro est fermé. Ah oui, merci. Je pense que je sais ce que vont être les recommandations de la santé publique pour la vaccination, mais je crois sincèrement que c'est une décision qui relève des parents en tant que consommateurs éclairés. Pour les raisons que vous venez de mentionner, il y a une très faible chance. Bon, les vaccins sont sécuritaires, pas de problème de ce côté-là, mais il y a une petite chance que les enfants entre 6 mois et 5 ans pourraient développer une infection
grave, d'Omicron en particulier. Et ça va être une décision que les parents vont devoir prendre selon qu'ils sentent que le risque lié à l'infection avec le virus qui circule est plus sérieux que le risque de permettre à l'enfant de s'infecter et de développer une forme d'immunité qui pourrait être meilleure pour l'enfant à plus long terme. Nous n'avons pas vraiment discuté des risques potentiels de la vaccination constante ou répétée. Ce stade-ci, ces complications sont pour la plupart hypothétiques, mais on l'a vu avec des vaccins antigrippales. Et ça va être une décision difficile pour les parents, mais c'est vraiment aux parents de s'informer du mieux qu'ils peuvent et prendre la meilleure décision qu'ils peuvent. Le docteur Pichela, vous avez levé la main. Bon, vous qui savez quelque chose sur ce domaine? Ah oui, le docteur Grant est en train de m'inspirer des idées et des réflexions. Clairement, les enfants, en tant que tels, ne sont pas un risque. On le sait depuis le début de la pandémie. Alors, la vaccination pour induire un peu plus de protection chez les enfants pourrait être utile. Mais je veux simplement insister sur le fait que, en dépit de la vaccination de l'enfant, l'enfant peut toujours être infecté et être porteur du virus et propagateur du virus. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut comprendre en tant que société. Un enfant qui est, qui est à haut contact et vit avec sa grand-mère qui a une infection préexistante et qui est à risque, peut-être que les parents de l'enfant vont prendre des décisions judicieuses de dire, bon, écoutez, l'enfant n'est plus à risque, mais est à risque de transmettre un variant à une grand-mère âgée avec des infections préexistantes. Alors, c'est vraiment dépendant du contexte. Ces facteurs doivent être évalués par le parent, d'où l'importance pour notre communauté scientifique mondiale d'éduquer, de sensibiliser et de tenir compte de ces facteurs. Merci, c'est très utile et je pense que ça vaut la peine de regarder les profils cliniques, les données dont on parle à la radio et au téléphone proviennent des États-Unis sur le nombre d'enfants qui sont morts et ainsi de suite. Je pense que ça va aider les parents quand ils font cette analyse risque-avantage. Quelle est l'expérience au Canada? Nous prévoyons que le Comité consultatif national sur l'immunisation devrait normalement décider de sa recommandation au mois de juillet. Bon, il faut que ça passe par Santé Canada. Bon, ce n'est pas quelque chose d'urgent ou d'immédiat comme décision, mais quelque chose qui pourrait être discuté lors de ces barbecues d'été dont on parle. David, un commentaire sur ces enfants de 6 mois à 5 ans ou une deuxième dose pour les personnes qui ont eu une dose dans le groupe de 5 à 11 ans. Bon, des choses spécifiques, non, mais j'ajouterais qu'il y a cette question des vaccins pour enfants, et c'est très intéressant. Il y a des données, on peut regarder d'autres infections respiratoires comme l'influenza, par exemple, et qui peut être la perspective la plus appropriée. Bon, et aussi au niveau de la décision individuelle, à prendre au niveau des risques et des avantages pour l'enfant et les gens qui l'entourent, les membres de la famille. Il y a une autre dynamique au niveau populationnel. Avec l'influenza, on a vu que les enfants tendent à propager plus de virus. Même si les enfants ne deviennent pas, les très jeunes enfants n'ont pas de cas très graves, les jeunes et les adolescents moins, mais ils aident beaucoup à propager le virus au niveau démographique grâce à leurs contacts et ainsi de suite. Alors, il a été démontré que étendre la vaccination aux plus jeunes devrait normalement réduire les risques de propagation. Alors, il y a une perspective très individuelle par rapport à ça, mais une perspective populationnelle aussi. Bon, les enfants ou les parents doivent décider en dernière ligne pour leurs enfants, mais il y a peut-être un avantage à vacciner les enfants, un peu comme le docteur Pichurla a dit.
en pensant au-delà de cette personne et de penser à ce que ça signifie à l'échelle. Ça peut être important parce qu'on essaie de créer une espèce de pare-feu contre la propagation de la pandémie. C'est une observation importante parce qu'il y a eu beaucoup d'études sur la transmission dans les ménages et les gens qui sont infectés ont une moitié de chance. C'est peut-être une question de charge virale, mais si vous êtes vacciné, là aussi, il y a d'autres questions qui demandent des réponses. Mais nous nous approchons de la fin et je suis en train de penser, bon, j'ai des choses que je dois faire, je dois remercier des gens. Je peux peut-être fermer la période de questions et de réponses qui a été formidable. Il y a beaucoup d'autres questions que nous allons essayer de les aborder. Pour les gens qui ont posé des questions, nous allons essayer d'y répondre après le webinaire. J'ai quelques annonces brèves. D'abord, je tiens à remercier tous nos présenteurs aujourd'hui, le Dr. David Buckridge, Mademoiselle ou Madame Harriet Ware, le Dr. Chiro Picorillo et le Dr. Michael Grant. Merci pour vos recherches, pour votre expertise et pour votre temps aujourd'hui. Et évidemment, je veux remercier tous nos participants. Merci d'avoir partagé votre temps avec nous aujourd'hui. Vous nous avez envoyé beaucoup de bonnes questions et j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Alors, notre prochain événement dans cette série, nous n'avons pas terminé. Alors, montrons la diapo, va être au mois de septembre. Alors, restez à l'écoute pour plus d'informations. L'équipe du GTIC prépare un résumé de ce séminaire et le rendre disponible comme d'habitude sur notre site web. Si vous êtes arrivé un peu tard ou vous avez dû quitter ou vous devez quitter avant la fin, vous pouvez le regarder sur notre site web. Et nous allons mettre en ligne un enregistrement du séminaire. La présentation est déjà sur le site en format PDF au cas où vous souhaiterez le voir, regarder des diapos ou partager le tout. Si vous recevez notre infolettre hebdomadaire, vous serez informé de la date à laquelle tout sera mis en ligne sur notre site. Et sinon, allez à notre site web, la page d'accueil, et inscrivez-vous en bas de page. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à rester au courant de tous nos résultats. Nous suivons sur les médias sociaux. Merci encore de vous être joints à nous et restez en santé. Au revoir.